trop tard. Effectivement, on le disait avec Cyril Gradiani, les Français sont partis en vacances, il y a eu ce remaniement. Pas de parole le 14 juillet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je ne pense pas que tous les Français soient partis en vacances. C'est bien la preuve qu'on a eu un agenda chargé, qu'on est au travail. Le président est encore au travail. Il n'est pas, lui non plus, en vacances à Brégançon. Nous-mêmes, nous sommes encore au travail. Certes, l'agenda de début juillet a été chargé, mais je pense qu'il s'est engagé donc à prendre la parole. Le voyage était organisé depuis longtemps. Ça me paraît tout à fait faisable, même si ça a peur. Mais je pense qu'il sera quand même écouté. Il n'y a pas de grande annonce, contrairement à mon collègue qui disait comme quoi on a besoin de fixer un cap. Il a quand même annoncé 4 grands chantiers dans sa prise de parole devant les ministres la semaine dernière. Donc il va peut-être revenir là-dessus et insister. Mais bon, le cap, il est quand même déjà adressé, déjà prévu. Arthur Delaporte. Jean, merci. Et voilà, il est 13h31. Vous avez pu suivre donc la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron depuis Nouméa, qui s'est donc exprimé sur de nombreux sujets, qui a fait le bilan des 100 jours, cette échéance qu'il avait lui-même fixée pour faire le bilan après cette crise de la réforme des retraites. Il s'est exprimé sur la jeunesse, sur l'écologie, sur l'ordre. Il s'est aussi exprimé sur ces propos qui ont été tenus par le directeur de la police nationale ce matin, qui estime que les policiers ne doivent pas être incarcérés avant leur procès. Je vous propose d'écouter la réponse d'Emmanuel Macron. Il était interrogé il y a quelques minutes. Je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi. Et nous sommes toujours avec nos invités en plateau pour évidemment analyser cette prise de parole du président de la République. Je rappelle que vous êtes avec nous Yohann Gillet, député RN du Gard, Béatrice Piron, députée Renaissance des Yvelines, Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, porte-parole des députés PS à l'Assemblée. Vous êtes toujours avec nous en visioconférence. Et puis Jean-Christophe Gallien, politologue. Merci d'être resté avec nous pour analyser cette prise de parole. Peut-être, Yohann Gillet, une réaction à ce qui vient d'être dit, cette réaction d'Emmanuel Macron suite à la prise de parole du directeur général de la police nationale sur l'incarcération d'un policier qui, on le rappelle, est soupçonné d'avoir utilisé la violence face à un jeune lors des émeutes début juillet. Une réaction à cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Oui, mais je vois surtout que la réaction du président de la République a été relativement modérée et que surtout le soutien affiché à nos forces de l'ordre a été bien trop timide. On voit bien un président de la République qui finalement veut faire plaisir un peu à tout le monde. Il veut faire un peu plaisir aux policiers en se rattrapant légèrement, mais très légèrement, mais en même temps en ne froissant pas les habitants des quartiers et notamment les émeutiers et les amis qu'ils peuvent avoir. Je trouve que c'est un peu timide et que c'est pas à la hauteur d'un président de la République et que c'est pas ce qui était attendu. Arthur Delaporte, peut-être une réaction aussi sur cette réponse d'Emmanuel Macron? Moi, j'ai été extrêmement surpris, sinon choqué. Parce que quand le président de la République dit « je ne vais pas commenter les propos du directeur général de la police nationale », c'est ce qu'il a dit, au nom de la séparation des pouvoirs, alors qu'il en est lui-même le garant, et que le directeur général de la police nationale a outrepassé son rôle en sortant d'une position administrative, de l'exécutif, pour rentrer finalement dans une position quasi législatrice. Il ne faudrait pas que les policiers, donc il faudrait modifier la loi, puissent être mis en détention provisoire, alors même que l'ensemble de nos concitoyens peut l'être sur les mêmes raisons. Et je dirais même que le policier qui a été mis en détention provisoire l'a été par validation du juge de la liberté de la détention, sur une demande du procureur de la République, bref, par des juges, et donc finalement, respecter la séparation des pouvoirs et en être le garant, ça serait dire je respecte l'autorité de l'institution judiciaire et je demande à des policiers de ne pas faire cela. Un prédécesseur de Gérald Darmanin, Gaston Defferre, avait lui-même limogé un préfet de police, un directeur général de la police nationale, parce qu'ils avaient été critiques vis-à-vis du pouvoir et qu'ils avaient émis finalement des incitations pour les policiers à ne pas respecter cette autorité de la justice. Là, c'est extrêmement grave parce que le président de la République, finalement, il reste muet face à une remise en cause de l'État, face à une remise en cause des principes républicains qui est extrêmement grave.
Sophie Neumeyer, spécialiste police-justice à France Info, vous nous avez rejoint en plateau. Est-ce qu'on peut recontextualiser ce qui s'est passé, cette prise de parole, cette déclaration du directeur de la police nationale et la réponse à cette polémique par Emmanuel Macron? Oui, effectivement. Alors, Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, a voulu calmer la grogne qui monte au sein des policiers, plus précisément des policiers de Marseille, après la mise en examen de 4 d'entre eux. L'un de ces 4 policiers a été placé en détention provisoire. Et dans une interview aux Parisiens, Frédéric Vaux dit qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès. Et donc la question a en effet été posée à Emmanuel Macron, qui a semblé balayer cette polémique en expliquant d'un côté comprendre l'émotion des policiers, tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Il n'a pas souhaité commenter à proprement parler ces mots du DGPN, car il dit qu'en tant que garant des institutions et de l'indépendance de la justice, il ne se prononce pas sur la décision de mettre donc ces 4 policiers de la BAC de Marseille en examen. Il a en revanche rendu un hommage appuyé à tous ces policiers qui ont fait face à des violences inouïes pendant les émeutes. Ce sont ces termes. Il a rappelé que 900 forces de l'ordre ont été blessées pendant les violences urbaines. Il a rendu hommage à leur engagement extraordinaire de jour comme de nuit. Il rappelle que certains ont dû repousser leurs vacances pour pour mettre un terme à ces émeutes. Emmanuel Macron qui a également félicité le ministre de l'Intérieur pour la gestion de ces émeutes. Et on n'imagine pas que le directeur général de la police nationale puisse prononcer ces mots sans avoir l'aval de son ministre. En tout cas, pour clouter, Emmanuel Macron estime que la présomption d'innocence est valable pour tout le monde, le respect de la loi pour chacun. Jean-Christophe Gallien, vous êtes politologue. Là, ce à quoi on a assisté, c'est du Emmanuel Macron, du en même temps, à la fois respect des lois pour chacun et en même temps soutien aux policiers. Il est dans son rôle et dans sa position. On voit bien qu'avec les réactions des deux bords de l'échiquier politique, on a la réponse à votre question. C'est-à-dire que, évidemment, personne n'est satisfait. Mais en même temps, faut savoir ce que son espace politique à lui attendait. C'est-à-dire, c'est clair que là, il peut pas faire autrement que de soutenir. Et c'est la dernière phrase, en réalité. La phrase pour moi, elle est centrale, c'est de dire les 900 blessés, ils ont été au feu pour nous. Et à partir de là, en fait, c'est un soutien, alors qui n'est pas dit directement, mais qui est quand même relativement affirmé aux forces de l'ordre dans la polémique. C'est-à-dire que c'est clair que, à mon avis, il prend parti. Alors, il peut pas prendre parti contre la justice, parce qu'évidemment, lui-même, au-dessus de l'appareil judiciaire et policier, il veut pas rentrer dans cette bagarre qui est à l'œuvre, quand même. Faut le reconnaître là-dessus. On a quand même une petite. S'il y a ces déclarations, c'est qu'il y a un des enjeux politiques derrière. Alors, Monsieur Darmanin, il est avec lui dans le Pacifique, mais il y a dû avoir explication de texte, à mon avis, dans l'avion qui les a menés jusqu'à Nouméa. Ça, c'est très clair, même si l'enjeu de la Nouvelle-Calédonie est aussi un enjeu interne. Et puis après, il y a donc ça, c'était le remaniement. En gros, faut le clair. Monsieur Darmanin, il voulait aller un peu plus vite, un peu plus loin, comme Monsieur Attal voulait aller vite et qui a été satisfait. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis il y a une bagarre sourde, disons-le clairement, entre le garde des Sceaux, Darmanin, et puis aussi la justice et la police. On n'a pas fait la paix totalement sur ces enjeux-là. Et là, pour le coup, on est sur une affaire qui est assez importante. Par contre, je voudrais juste dire sur l'affaire de Monsieur Defferre, c'est pas à mon avis le meilleur exemple à donner en termes ni de probité en tant que ministre de l'Intérieur. Pour nos jeunes téléspectateurs, il faut rappeler quand même ce qu'était la réalité marseillaise à ce moment-là et le contexte français. Donc il faut quand même raison garder. Non, mais c'est important. C'est important parce qu'après on mélange les choses. Et là aujourd'hui, sans être un supporter de Monsieur Darmanin, de Monsieur Macron, c'est clair que pour le coup, on est au cœur de ce débat entre la justice et la police, entre la droite et la gauche évidemment, mais aussi entre Monsieur Darmanin et Madame Borne et d'autres enjeux. Voilà. Juste Sophie Neumeyer, est-ce que cette prise de parole d'Emmanuel Macron peut répondre à la colère des policiers face à cette incarcération de leurs collègues? Certains se sont mis en arrêt maladie, certains commissariats ont fermé leurs portes. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que c'est ce qu'ils attendaient? Oui, les syndicats de police attendaient un soutien de la part du président de la République. Alors je ne sais pas encore comment ils vont réagir à ces propos, mais ils attendent aussi des actes. Et donc eux, ce qu'ils demandent, c'est la remise en liberté de leurs collègues policiers. Et ils ont un certain nombre de revendications telles que, une meilleure prise en charge de la protection fonctionnelle, une création d'une juridiction spécialisée pour l'usage de la force et l'emploi des armes de la police, des actes concrets. Alors, pas sûr qu'une juridiction spéciale puisse être créée, mais ils attendent, au-delà des mots, des gestes, des actions. Merci Sophie Neumeyer. Arthur Delaporte, je vois que vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, non, quand j'entendais M. Gallien dire bon, Gaston Defferre, c'est pas la même chose. Ce que je disais, c'était qu'il y avait eu des ministres de l'Intérieur. Je pense à Gaston Defferre, je pense à Manuel Valls, je pense à Bernard Cazeneuve, qui étaient capables de dire que on soutenait nos policiers, mais qu'on respectait l'état de droit. Et que aujourd'hui, on a des responsables de la police nationale qui, finalement, appellent à ne pas respecter l'état de droit, qui appellent, finalement, à ce qu'il y ait un État à deux vitesses, avec un droit pour les policiers et un droit pour tous les citoyens. Ça n'est pas possible. Il y a un droit, et le président de la République l'a dit d'une certaine manière. Il est le même pour tous. Le problème, c'est qu'il a refusé de condamner les plus hauts responsables de la police nationale qui ont commis des impairs énorme. Et c'est là où il y a une grande gravité. C'est-à-dire que, oui, évidemment, on soutient tous nos policiers. Oui, évidemment, ils ont été mis à rude épreuve ces dernières semaines. Mais non, ils ne peuvent pas faire des choses qui sont inacceptables. Et en l'occurrence, c'est à la justice de le dire et ce n'est pas à la police de donner son avis. Et Gaston Defferre avait simplement limogé des policiers qui remettaient en cause l'état de droit et les principes républicains. C'est tout. Rien d'autre. Béatrice Piron, une réaction avant qu'on passe à une autre thématique sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, comme sur beaucoup de sujets, on a toujours des oppositions qui nous disent c'est trop et c'est pas assez. Donc il faut quand même soit en même temps, soit de l'équilibre. Donc je pense que la réaction du président était totalement dans l'équilibre, avec le rappel de la présomption d'innocence, avec le soutien à la police, vous l'avez dit. Donc je pense que il a essayé d'avoir une prise de parole équilibrée. Alors, on l'a entendu aussi, Emmanuel Macron, évidemment, a été interrogé sur les émeutes qui se sont déroulées début juillet suite à la mort du jeune Naël à Nanterre. On l'a entendu, l'ordre. Est-ce que ça vous satisfait, vous, Yohann Gillet ? J'aimerais bien que ce ne soit pas que des mots, que ce soit des actes. Il a parlé d'ordre, effectivement, et il a enchaîné en disant qu'il fallait quand même prendre le temps d'analyser les raisons de ces émeutes. Excusez-moi, mais s'il a toujours pas compris, c'est qu'il est totalement déconnecté. En réalité, il sait très bien quelles sont les causes de ces émeutes. Il a parlé ensuite du problème de l'école et des réseaux sociaux, comme si l'école et les réseaux sociaux, les problèmes qu'on peut rencontrer à l'école et sur les réseaux sociaux seraient finalement une raison pour justifier ces émeutes. Je suis désolé, mais il faut aussi dire les choses clairement. Les émeutes sont en grande partie issues d'un problème qui est l'immigration massive, et le président de la République n'a pas souhaité parler d'immigration massive dans son interview. Je trouve ça assez dingue que l'on n'en parle pas, alors même que c'est clairement un facteur qui est réel et qui a joué énormément. Alors une autre thématique qui a été abordée au cours de cette interview de plus de 30 minutes, c'est la jeunesse, c'est l'école. Je vous propose d'écouter le président de la République qui s'est exprimé sur le baccalauréat, et évidemment on en parle juste après en plateau. Il y a deux choses qu'on va aussi faire. C'est la réforme de ce baccalauréat dont on a vu les limites et les difficultés. Le nouveau baccalauréat, les familles le connaissent, mais on a vu que pour certaines épreuves, elles terminaient trop tôt. Elle ne donnait pas tout à fait satisfaction. Donc j'ai demandé pour cet été à la Première ministre et au ministre de l'Éducation nationale qu'on puisse avoir des changements qui sont au fond de bon sens. Et puis on va continuer d'améliorer Parcoursup pour que les familles et les élèves aient des rendez-vous plus réguliers avant et si je puis dire plus humains, et qui n'aient pas le sentiment d'être simplement derrière une machine qui leur donne un résultat. Alors, nous sommes en visioconférence avec Guylaine David, porte-parole du SNUIP FSU. Merci d'être avec nous sur France Info cet après-midi. Une réaction, votre point de vue sur ce qui a été dit et annoncé par Emmanuel Macron au cours de cette interview sur ce sujet, notamment du baccalauréat. Alors sur le sujet du baccalauréat, oui, il faut reprendre que, cette réforme, elle est quand même liée à Jean-Michel Blanquer. C'est la réforme qui a été mise en place par Jean-Michel Blanquer et donc où la FSU s'était largement opposée à cette mise en place du baccalauréat et on a vu effectivement que ça posait problème. Après, on ne sait pas ce que le ministre va proposer. Moi, je suis très étonnée de voir un président qui s'exprime sur la rentrée scolaire alors qu'on est à 40 jours à peu près de cette rentrée scolaire. Qu'une rentrée scolaire, ça ne se prépare pas 40 jours à l'avance, ça se prépare dès le budget en novembre de l'année précédente et puis ensuite en mars de l'année précédente, c'est-à-dire à peu près 6 mois avant, pour notamment tout ce qui est fermeture de classe et carte scolaire. Et on sait qu'il y a eu des fermetures et il y aura des fermetures de classes à la rentrée. Donc on entend Emmanuel Macron parler d'effectifs dans les classes, mais on sait qu'on aura des fermetures de classes à la rentrée et des effectifs chargés dans les classes. Donc on voit bien que là, on a un discours à la fois également sur la question du pacte enseignant et de la rémunération enseignante, où on a l'habitude des mensonges d'Emmanuel Macron sur ce sujet, puisque il nous avait annoncé une augmentation de 10% sans contrepartie à tous les enseignants.
que ce ne sera pas le cas à la rentrée, bien évidemment, puisqu'il va demander aux enseignants de travailler plus pour gagner plus, alors qu'on sait que la profession est très épuisée par le travail et par notamment les conditions de travail qui ne sont pas bonnes dans nos écoles. Donc on voit là un président qui annonce des choses qui ont déjà été annoncées et préparées par le précédent ministre de l'Éducation nationale et qui ne fait pas recette auprès des enseignants puisque toute la profession s'oppose à se travailler plus pour gagner plus. Il a aussi annoncé un professeur devant chaque classe. Vous y croyez ? Alors, un enseignant devant chaque classe à la rentrée, oui, j'y crois, ce sera possible. Il y aura un enseignant devant chaque classe. Est-ce qu'il y aura un enseignant une semaine après, 15 jours après, quand l'enseignante, je parle notamment pour le premier degré, puisque je représente les enseignants du premier degré, en maternelle et en élémentaire, quand une enseignante partira en congé maternité, est-ce qu'elle sera remplacée ? Eh bien non, pas plus que l'année dernière, puisque, je le dis, il y a eu plus de 1120 suppressions de postes pour cette rentrée dans le premier degré. Donc il n'y aura pas, il y a eu des suppressions de postes de remplaçants, donc il n'y aura pas plus de remplaçants devant les classes. Il n'y aura pas plus d'enseignants pour effectuer ces remplacements. Moi, j'appelle les parents d'élèves, hein, ils jugeront sur pièce, hein, mais j'appelle les parents d'élèves à écrire à Emmanuel Macron ou à écrire à l'inspecteur de l'Éducation nationale à chaque fois qu'un enseignant n'est pas remplacé à l'école primaire. C'est quelque chose qui pèse sur nos classes, sur les conditions d'apprentissage des élèves, parce qu'on ne peut pas faire classe lorsqu'un enseignant de l'école n'est pas remplacé et qu'on a 25 à 30 élèves à répartir dans les autres classes. Ça, c'est pas possible. Et c'est pas le pacte enseignant qui mettra des enseignants devant chaque classe au moment des remplacements. Béatrice Piron, on le voit, la réponse d'Emmanuel Macron ne satisfait pas les syndicats d'enseignants. En partie, effectivement, on avait déjà le même dialogue l'été dernier en nous disant il n'y aura pas un professeur dans chaque classe à la rentrée parce qu'on savait qu'il y avait un gros déficit au niveau des concours de recrutement donc des enseignants. À la rentrée dernière, il y avait un professeur devant chaque classe. Maintenant, leur discours a changé un petit peu. Mais là, la question, c'est que ça dure. C'est que ce soit pas que à la rentrée, mais que pendant toute l'année, chaque classe puisse avoir un enseignant. Effectivement, mais c'est ce qui a été annoncé par Gabriel Attal dans ses priorités pour cette année. Effectivement, et justement, le pacte enseignant est là pour justement bien améliorer ce remplacement des enseignants et c'est son engagement, c'est sa priorité à Gabriel Attal, avec qui j'étais la semaine dernière pour son premier déplacement dans mon département. On a besoin d'améliorer donc les remplacements à l'Éducation nationale, mais je suis confiante pour qu'on y arrive grâce au pacte. Je pense que c'est possible. Alors évidemment, il a été aussi question de politique et du remaniement qui a eu lieu il y a quelques jours. Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance en Elisabeth Borne. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Écoutez, c'est le choix de la confiance, de la continuité et de l'efficacité. Donc vous voyez, il y a eu parfois des jours avec, il y a eu aussi des jours sans. J'ai toujours été en tout cas aux côtés et avec nos compatriotes durant ces 100 jours. Mais oui, le gouvernement a avancé, décidé, fait passer des textes, été efficace, ce qui justifie ce choix de confiance pour Madame la Première ministre et d'efficacité. Cyril Graziani, vous êtes en plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service politique à France Télévisions. Emmanuel Macron confirme sa confiance en Elisabeth Borne. C'est un symbole. À nouveau, on a l'impression que plus il le répète, peut-être plus on peut avoir un doute. De se convaincre. Voilà. Il a beaucoup parlé d'efficacité aussi tout au long de son discours. Aussi concernant sa première ministre. Sa volonté de la maintenir, quand bien même, vous vous souvenez, le 22 mars, il avait fixé un autre objectif à Elisabeth Borne, l'objectif affiché d'élargir sa majorité. C'est un échec puisque la majorité on peut vraiment le dire, n'a pas été élargie. Dans le remaniement, il n'y a pas eu de prise de guerre du côté des LR. Il a trouvé cette petite formule, le président de la République, il n'y a pas de majorité de rechange, mais une majorité d'échange. Il a rappelé aussi que cette majorité a fait voter plus de textes qu'il y a 5 ans, mais pour autant, Elisabeth Borne, la question lui a été posée, est-ce que c'était un choix par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne d'autre pour lui succéder? Ça, il n'a pas voulu répondre, même si on lui a tendu une perche en lui demandant est-ce que Gérald Darmanin n'aurait pas été la personne adéquate justement pour aller trouver cette majorité. Ça, on n'en est pas sûr non plus. Arthur Delaporte, vous êtes toujours avec nous en visioconférence. Vous vouliez réagir justement sur cette thématique du remaniement et de la confiance en Elisabeth Borne.
Alors moi, c'était une confiance que je trouvais assez finalement érodée, puisqu'on a vu sur la réforme des retraites à quel point cette nouvelle méthode avait été un échec. Et pour reprendre la thématique précédente, il reconnaissait lui-même ses propres échecs, puisque quand il dit il faut revoir Parcoursup, ben c'est lui qui a fait la réforme. Il faut revoir la réforme du bac. C'est le gouvernement d'Elisabeth Borne et ses prédécesseurs qui ont fait ces réformes, qui ont mis l'éducation nationale dans le mur, dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc c'était plus finalement pour moi un aveu d'échec que de ne pas avoir de première ministre de rechange, de devoir aujourd'hui réitérer finalement des excuses en disant bah oui, vous avez pu le mettre dans les classes, on va essayer de trouver des rustines, alors que c'est lui qui a refusé, qui a mis fin au recrutement massif dans l'éducation nationale, qui a finalement baissé le nombre d'enseignants de l'éducation nationale. Bref, il y a plus de maîtres de classe, il y a moins de maîtres que de classe, et aujourd'hui il faut trouver des solutions à l'emporte-pièce. Donc voilà, c'est un échec, un gouvernement qui va finalement devoir continuer à faire la politique qu'il entend mener, c'est-à-dire la politique, je disais tout à l'heure, de droite. Et ça a choqué M. Gallien, j'ai l'impression, en disant bah oui, il y a une politique de droite. Non, c'est pas une politique de gauche. Une politique de gauche, c'est une politique sociale. C'est une politique qui essaie de limiter les effets du libéralisme. Alors que là, non, on donne tout au privé, on donne tout, même à l'école, c'est l'école privée. Bref, vous voyez, il n'y a rien qui va dans le sens de plus de justice sociale. Il n'y a rien qui va dans le sens du en même temps. Donc moi, je suis évidemment insatisfait, mais c'est mon rôle d'opposant. Mais je suis extrêmement critique et sévère sur ce bilan. Jean-Christophe Gallien, vous. Oui, non, on s'était mal compris, en fait, ou je me suis mal exprimé. En fait, en réalité, je voulais être assez d'accord avec vous sur l'idée qu'on allait chercher plutôt des gens à gauche de la Macronie et qu'on pratiquait pour autant une politique qui était effectivement, allez, on va dire à 60% ce que vous appelleriez à droite. Donc on était plutôt d'accord, vous voyez. Donc moi, ce qui m'intéressait quand même, ce qu'a dit Cyril Graziani, c'était l'idée que, au fond, la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que certes, il a gardé un Premier ministre, mais qui est presque un vice-premier ministre. Et lui, il est obligé presque, et ça, c'est à mon avis une vraie erreur stratégique pour les mois qui viennent. Il s'est posé en Premier ministre dans cette déclaration. Ce que j'ai entendu moi tout à l'heure, c'est un président de la République qui est un peu embarrassé. D'ailleurs, pour la première fois, alors c'est peut-être l'horaire, il a enregistré ça très tard après un long voyage. Il faut aussi reconnaître que malgré son jeune âge, c'est difficile de voyager dans ces conditions. Même si on est chef de l'État, guéri et tout ça, il faut reconnaître le terrain. Non, mais quand même, c'est pas rien. Et il avait une forme d'hésitation. Je l'ai pas senti qu'il s'est libéré petit à petit, mais au départ c'était ça. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de positionnement. Et il s'est pas positionné en président de la République. Hormis sur l'aspect géopolitique introductif sur la Nouvelle-Calédonie, on sentait qu'il avait envie d'en parler beaucoup parce que c'est l'enjeu majeur de sa visite. C'est la France dans l'Indo-Pacifique, c'est la France indépendante, c'est la France dans le global. Et ça, c'est là où il est à l'aise, où il a envie d'être à l'aise en tout cas, où il sent qu'il y a une possibilité de prise. Mais sur le reste, il est comme un Premier ministre par procuration, c'est-à-dire qu'en réalité, il est ça, et il est trop ça de mon point de vue. Il n'a pas libéré suffisamment d'espace pour Elisabeth Borne. Peut-être qu'elle ne le peut pas, c'est pas un être politique, c'est un être technocratique aujourd'hui. Et ça, c'est le manque, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir en gros un vice-premier ministre et vouloir tout occuper. Ça, c'est une vraie difficulté de positionnement. C'est ce que j'entendais chez Cyril, qui lui disait sans le dire comme ça tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai sujet parce que je crois que c'était l'erreur de positionnement de cette prise de parole. Et c'est probablement l'erreur de positionnement depuis un certain moment chez Emmanuel Macron. Y compris lorsqu'il a prononcé son discours devant ses ministres vendredi, où on ne savait pas qui parlait. Et on avait juste la sensation que la première ministre en face de lui n'était plus à sa place, qu'il reprenait tout en main. Exactement. Sauf qu'à tout vouloir reprendre en main, à force, on ne fait plus grand-chose. Mais est-ce que c'est le manque de grandes figures au sein de la Macronie sur lesquelles il pourrait se reposer qui fait que lui, il est obligé de redescendre à ce niveau-là, ou c'est une volonté de sa part ? Non, mais la majorité va avoir un problème à la rentrée, des textes budgétaires qu'il va falloir faire passer à coup de 49.3, donc autant user jusqu'à la corde une première ministre qui en a usé depuis un certain temps des 49.3. Imaginez qu'on puisse nommer un nouveau Premier ministre qui, pour ses premiers textes, utilise tout de suite le 49.3, c'est l'affaiblir d'emblée. Donc ça ne servait à rien de nommer un nouveau Premier ministre pour redonner du souffle et redonner de l'air. Sauf que le problème que va avoir Emmanuel Macron, c'est qu'il reste 4 ans. 4 ans, ça passe vite. Et que s'il ne renverse pas la table, à force, il va devenir le président qui inaugure les chrysanthèmes. Béatrice Piron, il faut s'attendre à un nouveau remaniement, effectivement, en fin d'année, quand les textes budgétaires vont passer, qu'il va y avoir encore sûrement des 49.3. Je ne pense pas qu'il y aura un remaniement à la fin de l'année, c'est beaucoup trop court, je ne pense pas. Mais je suis pas d'accord avec votre interprétation. Son introduction et ce qu'il a voulu dire de son déplacement donc en Nouvelle-Calédonie, c'est comme vous dites, un positionnement de la Nouvelle-Calédonie et des enjeux géopolitiques. Après, il a surtout répondu aux questions. Si les questions parlent du
remaniement et lui pose des questions fermées sur son rôle dans le remaniement, il ne peut que répondre aux questions. Alors, on a un député... Les questions n'étaient pas si fermées. Un député qui dit comme quoi le gouvernement est à droite, alors qu'il a confirmé une première ministre qui vient de la gauche, qu'il exprime toute sa confiance dans une première ministre qui vient de la gauche, et on nous dit qu'il a fait un choix de la droite. Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait mis M. Darmanin comme Premier ministre? Ça aurait été encore plus exagéré comme reproche venant de la droite, venant de la gauche, pardon. Donc, moi, je n'ai pas votre lecture. Emmanuel Macron, on va poursuivre cette discussion, va donc passer 3 jours en Nouvelle-Calédonie avant de poursuivre ce déplacement dans la région Pacifique. Alors, quel est le programme du